L'épisode 2 de la saison 3 de Silo vient peut-être de révéler que le système est capable de faire quelque chose de bien pire que mentir aux habitants. Et le plus inquiétant, c'est que jusqu'ici, on regardait probablement le problème au mauvais endroit. Parce qu'on pensait surtout que le pouvoir du Silo reposait sur les caméras, les règles, la peur et le contrôle de l'information, mais cet épisode nous montre que la machine peut aller beaucoup plus loin. Attention, pour te développer ma théorie, je vais être obligé de spoiler l'épisode 2 de la saison 3, donc si tu l'as pas encore vu, enregistre cette vidéo, va regarder l'épisode et reviens plus tard. Et si tu aimes découvrir les secrets cachés de tes séries préférées, abonne-toi. Parce qu'après cet épisode, le problème n'est plus de savoir ce que le silo cache, le problème c'est de savoir combien de fois les habitants l'ont déjà découvert avant qu'on leur retire la possibilité de s'en souvenir. L'épisode commence avec une phrase de Anna Thurman. « Qui sommes-nous sinon la somme de nos souvenirs ?» Et cette phrase résume presque tout ce qui suit. Sans sa mémoire, Juliette est toujours vivante. Elle parle, elle marche, elle reconnaît certains endroits, mais c'est plus vraiment la Juliette qu'on connaît. Elle ne se souvient plus de Shirley, elle regarde Walker comme une étrangère, elle ne sait plus pourquoi Bernard avait besoin de Lucas, elle a perdu les événements mais aussi toutes les relations construites autour d'eux. Et c'est précisément pour ça que le traitement est aussi puissant. Il ne change pas seulement ce que Juliette sait, il change la personne qu'elle peut devenir. Et dans le passé, Daniel découvre exactement la même chose avec Charlotte. Il arrive à la clinique, il lui parle, il essaye de réveiller quelque chose, mais elle ne le reconnaît pas. Et c'est là que le docteur Viktor Cernovich lui explique le fonctionnement des médicaments. Selon lui, les souvenirs n'ont pas disparu. Il compare plutôt le traitement à un pont-levis. Les souvenirs existent encore quelque part, mais l'accès a été relevé. Et tant que le médicament agit, personne ne peut plus traverser. Le problème, c'est que si le traitement dure trop longtemps, le blocage peut devenir permanent. Autrement dit, Charlotte pourrait oublier pour toujours. Mais le docteur ne présente pas ça comme une catastrophe, ils vont presque le procéder comme une chance. Une fois le traitement arrêté, Daniel pourra raconter à Charlotte qui elle est, lui rendre certains souvenirs et choisir ceux qu'il vaut mieux laisser de côté, reconstruire son passé petit à petit. Et sur le papier, l'argument se comprend. Charlotte vient de vivre quelque chose d'horrible. Toute son unité est morte et son avion s'est écrasé après avoir traversé une matière noire. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je prépare une vidéo sur ce sujet-là, donc pense bien à t'abonner pour ne pas la rater. Alors pourquoi lui rendre immédiatement tout le traumatisme? Pourquoi ne pas lui offrir une version plus douce de sa propre vie? Sauf que derrière cette bonne intention, le problème saute aux yeux. Qui décide des souvenirs qu'on rend? Qui choisit des passages supprimés? Et à partir de quel moment on arrête de soigner quelqu'un pour commencer à le réécrire? Hélène comprend immédiatement le danger. Elle rappelle que les premières expériences de Victor n'ont pas été menées sur des gens parfaitement libres de refuser. Il a travaillé sur des détenus dans des pays dépendants de l'aide américaine, puis sur de jeunes recrues de l'armée américaine. On présente ça comme une technologie capable de sauver les vétérans traumatisés ou de permettre à des criminels de recommencer leur vie. Mais le geste reste le même. Un homme possède le pouvoir d'effacer une partie de ton existence, puis quelqu'un d'autre choisit ce qu'il va réécrire à ta place. Et 350 ans plus tard, Camille utilise exactement cette même méthode sur Juliette. La drogue bloque l'accès à son passé, puis Camille vient remplir les trous. Elle lui montre la vidéo du refuge, elle lui explique qu'elle est sortie, qu'elle s'est protégée dans une petite structure près du silo, puis qu'elle a décidé de revenir pour empêcher les habitants de commettre une énorme erreur. C'est une histoire parfaite, Juliette devient une héroïne. Son retour possède une explication et surtout, personne n'a besoin d'entendre parler du silo 17, de Solo, du Safeguard ou des autres silos. Le problème, c'est que Juliette ne croit pas vraiment à cette histoire. Elle la regarde, elle écoute, mais rien ne se déclenche. Aucune émotion réelle, aucune sensation de reconnaissance. Elle a l'impression qu'on lui raconte la vie de quelqu'un d'autre. Et Victor avait justement prévenu Daniel. Un mensonge peut être implanté, mais c'est plus compliqué qu'un souvenir réel. Le vrai souvenir, lui, il existe déjà. Il suffit parfois du bon objet, de la bonne odeur ou de la bonne histoire pour réouvrir le passage. Le faux souvenir, lui, il doit être reconstruit de zéro. Et Juliette commence déjà à voir les fissures. Quand Camille frappe chez elle après avoir senti la fumée, Juliette lui ment. Elle lui cache le message et l'algorithme lui-même explique que le vrai problème n'est pas seulement le contenu du papier, le vrai problème c'est le mensonge. Ce qui est assez paradoxal pour un algorithme qui a été programmé pour mentir. Parce que le traitement seul, lui, ne suffit pas. Pour accepter la nouvelle histoire, Juliette doit aussi faire confiance à celle qui lui la raconte. Camille est devenue sa narratrice, mais Juliette sent qu'elle ne doit pas lui faire confiance. Elle ne sait peut-être plus pourquoi, elle n'a plus les preuves, mais quelque chose résiste encore. Et c'est ça qui change tout. Ils ont réussi à bloquer ce que Juliette savait, mais ils n'ont pas réussi à bloquer sa manière de penser. Et Juliette a toujours fonctionné comme ça. Elle voit quelque chose qui ne colle pas, elle démonte le problème, elle cherche la pièce manquante, et surtout, elle ne s'arrête jamais simplement parce qu'une autorité lui dit d'arrêter. Sa mémoire peut être verrouillée, mais son instinct, lui, il est toujours là. Et Walker essaye de réveiller cette partie d'elle. Quand Juliette lui demande ce qu'elle ferait à sa place, elle refuse de lui donner une réponse toute faite. Elle lui rappelle qu'avant, Juliette suivait son propre instinct. Puis elle lui rend son ancien outil, un objet que Juliette ne reconnaît même pas. Et elle lui dit de faire un effort. C'est dur, mais Walker a compris un truc essentiel. Si tout le monde raconte à Juliette qui elle était, il risque de reproduire exactement la méthode de Camille. Ils vont seulement remplacer un récit par un autre. Juliette doit retrouver le chemin elle-même.
Et justement, les objets commencent à fonctionner. Quand les outsiders lui montrent les deux casques, elle remarque les numéros, le casque du silo 18 et celui marqué du 17. Et à cet instant, un souvenir revient. Pas tout, juste un fragment, mais c'est suffisant. Le silo 17 existe dans sa tête, donc la version du refuge commence à s'écrouler. Et ce casque n'est pas seulement une preuve pour les outsiders, c'est une clé. Victor parle d'objets capables de réactiver la mémoire de Charlotte, et dans le silo, ces objets portent déjà un nom que tu connais, les reliques. Et on comprend enfin pourquoi les reliques sont aussi dangereuses pour le système. C'est pas uniquement parce qu'elles prouvent que le monde d'avant existait, elles peuvent réveiller quelque chose qu'un reset était censé faire disparaître. Un livre, une photo, un objet personnel, un casque portant un mauvais numéro. Tout ça peut réouvrir le fameux pont-levis. Et si les souvenirs reviennent, la version officielle devient beaucoup plus fragile. La grande révélation de cet épisode, ce ne sont pas seulement les pilules de Juliette, c'est ce que l'algorithme annonce ensuite à Camille. 6 silos ont déjà subi une réinitialisation complète, et le silo 18 en fait partie il y a 140 ans. Depuis le premier épisode de la série, on nous parle de cette rébellion. Les rebelles auraient brûlé les livres, effacé les serveurs, détruit toute l'histoire. Puis le silo aurait recommencé sur de nouvelles bases. Sauf qu'on sait maintenant que cette histoire est fabriquée. Salvador Queen avait supprimé l'accès aux archives, retiré les livres, puis avait mis le produit dans l'eau pour que la population oublie. Donc le Freedom Day ne célèbre pas une victoire historique, il célèbre une histoire implantée avant un effacement collectif. Et ça veut dire quelque chose de terrifiant. La mémoire du silo ne s'est pas perdue avec le temps, elle a été supprimée volontairement. Ce que les habitants appellent leur passé était simplement la dernière version que le système avait décidé de conserver. Et le plus effrayant, c'est que ça a fonctionné. Pendant 140 ans, personne n'a réellement su ce qui s'était passé. Les habitants ont grandi avec le mensonge, puis ils l'ont transmis à leurs enfants. Et au bout de quelques générations, il n'y avait même plus besoin de surveiller tout le monde en permanence. La population faisait elle-même vivre la version officielle. C'est ça le vrai problème de l'algorithme. Il ne se contente pas de punir les gens qui découvrent la vérité, il peut supprimer le monde dans lequel cette vérité avait un sens. Et actuellement, Juliette met tout ce système en danger. Son retour a calmé le silo, elle est devenue une figure presque religieuse. Des habitants se présentent même comme des juliettistes. Eux, ils partent en vacances et il y a les Haussiens derrière. Elle pense qu'elle est sortie puis revenue pour les sauver, elle apporte de l'espoir et l'algorithme voit très bien cet effet dans ses données. Tant que Juliette accepte le faux récit, elle est parfaite. Elle reste mère, elle rassure les habitants, elle donne l'impression qu'une nouvelle époque commence. Mais si elle retrouve la mémoire, tout change. Elle peut leur dire qu'il existe d'autres silos, elle peut leur parler du silo 17, elle peut révéler que la sortie est mortelle, elle sait que le safeguard existe et elle pourrait découvrir qu'on lui a volé 3 mois de sa propre vie. Donc Camille se retrouve avec un problème impossible. Elle ne peut pas tuer Juliette, sa disparition transformerait sûrement son symbole en martyr. Mais elle ne peut pas non plus la laisser redevenir elle-même. Elle doit garder le visage de Juliette sans laisser Juliette revenir à l'intérieur. Si le traitement individuel échoue, les barils de vitamines sont déjà en route vers le niveau supérieur. Le but semble évident, reproduire le geste de Salvador Queen, verser le produit dans l'eau et recommencer. Et c'est pour ça qu'un simple verre d'eau peut devenir plus dangereux que Camille ou Sims. Une arme tue les gens, mais ce produit peut leur voler leur propre vie en les laissant debout. Ils vont continuer à travailler, à manger, à parler avec leur famille, mais plus personne ne saura exactement ce qui vient de se passer. Une guerre civile, la mort de Bernard, le retour de Juliette, les mensonges sur l'extérieur, tout pourrait disparaître en quelques jours. Puis le pouvoir viendrait raconter une nouvelle histoire et personne ne pourrait vraiment la contredire. Reste maintenant Lucas. Il a disparu depuis environ 3 mois et tout commence à conduire Juliette vers lui. Knox lui parle de l'ancien ombre de Bernard, les outsiders le cherchent, la sécurité aussi, et Juliette commence à se souvenir qu'il observait les étoiles. Lucas connaît l'existence de l'algorithme, il connaît le safeguard, il est descendu vers la foreuse et il a découvert une partie du message de Salvador Queen. Les objets peuvent rendre à Juliette quelques images, Lucas lui pourrait lui rendre le contexte. Il peut lui expliquer pourquoi Bernard l'avait choisi, pourquoi le silo 18 avait déjà perdu sa mémoire et pourquoi tout le monde risque bientôt de subir la même chose. Donc l'enjeu de la suite n'est pas seulement de savoir si Juliette va arrêter de prendre ses vitamines, elle a déjà décidé. Le problème c'est que Camille va s'en rendre compte. Une capsule a été retrouvée dans l'évier et si elle comprend que Juliette ne prend plus le traitement, elle peut changer de méthode. Dans la nourriture, dans une injection ou directement dans l'eau. Et derrière Camille, il y a évidemment l'algorithme. On pourrait croire que c'est elle qui contrôle la situation, mais plus les épisodes avancent et plus elle ressemble à quelqu'un qui applique simplement le protocole qu'elle n'a pas créé. L'algorithme surveille Juliette, il mesure son influence et il fixe le moment où elle deviendra plus dangereuse qu'utile. Et donc il prépare déjà la solution suivante. Camille ne dirige peut-être pas le système, elle est simplement l'opératrice. Et Bernard croyait probablement la même chose avant elle. Alors voilà ce que l'épisode 2 vient vraiment de révéler. L'algorithme ne contrôle pas seulement les caméras, il ne contrôle pas seulement les portes ou les nettoyages, il contrôle la continuité même de l'histoire. Il peut décider qu'une rébellion n'a jamais existé, qu'un maire n'a jamais découvert un autre silo, qu'une population entière doit recommencer à zéro
Et tant que personne ne se souvient de la version précédente, le mensonge gagne automatiquement. Sauf que cette fois, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Juliette ment. Les reliques réveillent des fragments de mémoire, les outsiders possèdent des casques, Lucas est toujours quelque part, et surtout le traitement prend beaucoup plus de temps que prévu. Juliette est peut-être un cas à part, ou alors l'algorithme commence simplement à rencontrer quelque chose qu'il ne sait pas reproduire. On peut effacer des événements, mais on ne peut peut-être pas recréer exactement une personne. Alors la suite va se jouer autour d'une course. Juliette va devoir retrouver Lucas et comprendre ce qu'on lui a fait avant que Camille ne passe au protocole collectif. Parce que si Juliette récupère ses souvenirs en premier, elle peut réveiller le silo. Mais si les barils atteignent l'eau avant elle, le silo 18 va peut-être oublier qu'il a déjà commencé à se libérer. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 2. Je suis en train de préparer une grosse vidéo pour expliquer toute l'histoire autour du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et non, ça n'a rien à voir avec Donald Trump. Donc si tu veux pas rater cette vidéo, pense à t'abonner. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à liker la vidéo. Et je crois que tu peux aussi booster la chaîne, ça aide énormément. Encore merci à tous pour votre soutien, vous êtes incroyables. Incroyable ou incroyaux? Incroyable.